on va démarrer gentiment en remerciant déjà le public d'avoir répondu à l'invitation de cette réunion publique pour parler de la vie chère et des profiteurs de crise. Je ne sais pas si le son est bon, vous me faites signe si vous entendez bien ou c'est ok, ça marche. Remercier d'abord Eric d'avoir répondu à l'invitation, Eric Baird. Je vais vous présenter juste après les remerciements de circonstance. Remercier déjà les élus de Villeneuve-d'Ornon qui sont présents, Guillaume Latry et Pauline Vert. Remercier ceux qui se sont excusés, le maire de Bègles, Clément Rossignol-Puech, ou encore la militante associative Anita Morena-Sens des femmes villenavaises. Donc voilà, ceci étant dit, je vais vous présenter très rapidement mon invité, Eric Baird, qui complétera, économiste, hétérodoxe, jusque-là ça va, contributeur, on va dire, des débats du Parlement de l'Union populaire au printemps dernier, et maintenant contributeur aussi de la réflexion économique de l'Institut de la Boétie. Il a expliqué d'ailleurs, pas plus tard qu'hier soir, à Michel-Édouard Leclerc, les mécanismes de l'inflation, et du coup va nous faire profiter aujourd'hui de ces discussions, de ces réflexions, et nous présenter la note de l'Institut, je crois que c'est ça, hein, tu vas nous préciser ça, la note de l'Institut de la Boétie sur l'inflation, nous expliquer ces mécanismes et puis répondre à l'issue de cette séquence, de cette première séquence à vos questions. Et je prendrai ensuite la suite pour vous faire une petite séquence, moi, sur les profiteurs de crise. Et on terminera par une deuxième séance de questions-réponses. Si vous en ressentez le besoin, ça devrait nous amener à un timing autour de 20h30, 21h. Et il sera temps pour les uns et les autres de conclure la soirée, de rentrer au chaud. Eric, je te laisse la parole. Merci Loïc, merci pour l'invitation déjà, et merci à vous de venir un vendredi soir de départ en vacances. Alors, comme tu l'as dit, je vais en fait vous présenter, essayer de faire un peu de pédagogie autour de l'inflation, du pouvoir d'achat et de tout ce que l'on peut entendre à ce propos. Alors comme l'a dit Loïc, moi je suis impliqué aussi dans l'Institut La Boétie, donc je ne sais pas si tout le monde est au clair là-dessus. L'Institut La Boétie, donc, qui, comme sous-titre, à Fondation Insoumise, l'idée étant de faire vivre la réflexion progressiste et d'alimenter le débat. Donc c'est en appui de la France Insoumise, on va dire, mais c'est un peu à côté, puisqu'il va y avoir aussi une école de formation et d'autres initiatives, dont notamment on est en train de constituer un catalogue d'offres de formation, justement à destination des groupes d'action, qui pourront, s'ils veulent organiser des débats sur tel ou tel thème, justement avoir des interlocuteurs qui pourront venir présenter, débattre, etc. Donc, il y a une ambition assez importante autour de cet institut. Et un des objectifs aussi, c'est d'alimenter la réflexion sur un certain nombre de thèmes, pas que l'économie, hein, parce que si vous allez voir, le site de l'Institut a été lancé à l'occasion de la convention c'était samedi dernier, du 10 décembre, donc c'est institutlaboétie.fr, et vous trouverez plusieurs notes, je crois qu'il y en a 6, là 5 ou 6 déjà, dont celle que j'ai coécrite avec 4 autres collègues, dont Aurélie Trouvé, députée de tes collègues, députée LFI NUPES, qui est en charge d'un rapport qui dirige un rapport sur l'inflation à la Commission des Affaires économiques. Alors, l'inflation, on s'aperçoit que depuis 4 décennies, on n'en entendait plus parler. D'ailleurs, un certain nombre de personnes et même d'économistes qui sont jamais en retard pour se tromper, mais pas mal d'économistes pensaient qu'on en avait fini avec ça, notamment pas mal d'économistes dominants. Et puis, non, l'inflation est de retour. Alors, il y a eu des réactions, hein, on va y revenir sur la pertinence de ces réactions. Il y a eu des réactions
de gouvernement et réaction des banques centrales. Les banques centrales, et ça a été le cas de la Banque centrale des États-Unis, la Fed, qui, dès le mois de mars dernier, a commencé à augmenter ses taux d'intérêt directeurs. La BCE a enchaîné derrière et a elle aussi progressivement augmenté ses taux d'intérêt. On va revenir tout à l'heure sur la pertinence, bon je peux spoiler un peu, sur la non-pertinence de ce type de mesures. Les États, et notamment le nôtre, notre gouvernement, lui, s'est lancé dans des politiques de soutien, alors par exemple distribuant des chèques ponctuels ou distribuant des primes de temps en temps pour essayer d'aider les gens à faire face à ce choc inflationniste. Pour fixer les esprits, l'inflation est, alors là aussi, c'est pas les chiffres selon la police et selon les syndicats, mais vous avez l'inflation selon l'INSEE et l'inflation selon Eurostat, qui est l'Institut de statistique de l'Union européenne. Le gouvernement utilise l'indice des prix de l'INSEE parce que ça l'arrange, parce qu'il sous-évalue un certain nombre de choses. Mais c'est un peu étrange parce que comme on veut faire quand on veut faire des comparaisons avec les autres pays, bien évidemment, c'est moins facile. Alors, on utilise ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, l'IPC, et cet indice des prix à la consommation a augmenté sur les 12 derniers mois de 6,2%. Donc, au sens de l'INSEE, l'inflation c'est 6,2%. Si on regarde maintenant ce qu'on appelle l'IPCH, l'indice des prix à la consommation harmonisé, qui est l'indicateur utilisé au niveau de l'Union européenne, eh bien là, l'inflation en France est non pas de 6,2, mais de 7,1. Donc il y a presque un point d'écart. Alors comment on explique ça? C'est que dans l'indice des prix à la consommation calculé par l'INSEE sont incluses toutes les dépenses des ménages, enfin pas toutes, mais les dépenses qui sont même celles qui sont prises en charge par la collectivité. Donc par exemple sont incluses les dépenses de santé qui sont remboursées. Donc les dépenses de santé qui sont remboursées, bon, elles ne baissent pas sur notre revenu puisqu'elles sont remboursées. En revanche, l'indice des prix à la consommation harmonisé, lui, ne recense que les dépenses de consommation des ménages qui pèsent, qu'ils paient réellement. Donc c'est celles-ci qui sont les plus importantes à regarder. Raison pour laquelle cet indicateur est plus pertinent que celui calculé par l'INSEE. Mais quand vous entendez le gouvernement, il vous dit, regardez, on est les meilleurs en inflation, on a 6,2%, alors que c'est vrai, dans d'autres pays ça va plus loin, même on est arrivé aux environs 20% dans les pays baltes. On va voir que si on présente la chose différemment, on est beaucoup moins bon. Parce que c'est pas le tout de regarder la progression des prix, et puis en plus l'indice des prix c'est une moyenne. C'est une moyenne. Donc une moyenne qui cache des différences très importantes. Ce qu'on montre dans la note justement, c'est que derrière cette moyenne, eh bien, il y a des catégories de ménages qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Parce que derrière ce taux d'inflation à 6,2, si on garde celui de l'INSEE, mais par exemple, vous avez sur les 12 derniers mois les prix alimentaires qui ont augmenté de 12%. Les prix de l'énergie qui ont augmenté de 18%. Alors il y a d'autres choses qui n'ont pas beaucoup augmenté. J'ai plus en tête, mais par exemple le tabac, très faible, les services, c'est de l'ordre de 2 ou 3%, etc. Mais le choc aujourd'hui, ce choc d'inflation, il touche principalement, alors il touche beaucoup de monde, il touche tout le monde, mais en particulier deux catégories de ménages. Les ménages les plus pauvres, bien évidemment. Pourquoi? Parce que les dépenses alimentaires représentent une part plus importante de leur budget. Eux, la part du voyage aux Bahamas est beaucoup plus faible. Donc, la part
consacrée à l'alimentation est plus importante, donc la hausse des prix alimentaires, ils la prennent de plein fouet. Autre catégorie de ménages qui est plus touchée, ce sont les ménages plus ruraux, hein, ceux qui habitent pas dans les grandes agglomérations. Et ils sont touchés pour deux raisons. Un, parce qu'ils ont plus besoin d'utiliser leur voiture, donc eux ils prennent de manière plus forte la hausse du coût de l'essence, et également statistiquement les logements dans des plus petites villes ou dans les villages sont, par rapport aux grandes agglomérations, sont des logements souvent de plus grande taille et plus anciens, donc plus coûteux à chauffer. Donc ces raisons-là, et donc quand l'énergie a augmenté de 18%, vous prenez ça aussi. Donc je ne suis pas en train de dire que ce sont que ces deux catégories de ménages qui sont touchées, mais elles sont encore plus touchées que les autres, hein, et que derrière ce 6%, vous avez des choses différentes. Et ce qu'il faut voir également, c'est non pas uniquement l'inflation, mais ce qui est relié, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est-à-dire que comment on va le mesurer, le pouvoir d'achat? Par la différence justement entre la hausse des prix et l'évolution des salaires. Si votre salaire ne bouge pas et que les prix augmentent de 6%, votre pouvoir d'achat baisse de 6%. Si vous avez 100 € pour acheter un bien qui vaut 100 €, les prix augmentent de 6%, le bien vaut 106. Donc, si votre salaire n'a pas bougé, vous ne pouvez plus acheter le bien qui vaut 106. Donc, vous avez bien perdu en termes de pouvoir d'achat. En revanche, si les salaires augmentent à la même vitesse que l'inflation, de 6%, eh bien, le bien passe de 100 à 106, mais votre salaire passe de 100 à 106. Donc, vous pouvez toujours acheter le bien en question. Votre pouvoir d'achat est maintenu. Et là, la comparaison européenne, si on raisonne en termes de pouvoir d'achat, elle est beaucoup moins favorable à la France. Alors, si on regarde juste l'inflation, effectivement, on est parmi les meilleurs. Et Bruno Le Maire ne cesse d'agiter ça, hein, le gouvernement, en disant « regardez comme on est fort ». En revanche, si on regarde en termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire on met en rapport la hausse des prix avec la hausse des salaires, et bien là, on est parmi les bonnets d'âne, on est parmi les derniers au sein de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'on est en France dans un pays où on a le moins augmenté les salaires. Et ça, c'est une volonté gouvernementale très claire. Il y a, alors, dans ce gouvernement, hein, puisqu'ils sont quand même plus dans la croyance que dans le raisonnement, dans ce gouvernement, il y a un mantra. Il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est il ne faut pas augmenter les impôts, il faut les baisser. Et le deuxième, c'est il ne faut pas augmenter les salaires parce que ça va plomber notre compétitivité. Donc il faut améliorer ce que l'on appelle la compétitivité coût, c'est-à-dire il faut baisser les coûts de production, en particulier les salaires. Comme ça, on est plus compétitif, on va pouvoir piquer des parts de marché aux concurrents, on va faire venir les investisseurs et ça va développer l'emploi. Et toujours le même raisonnement classique néolibéral qu'on entend depuis des dizaines d'années et qui ne marche toujours pas. Mais nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui, depuis 2017, incarne le Nouveau Monde. Donc le Nouveau Monde, c'est la politique de Margaret Thatcher au Royaume-Uni, mais avec 40 ans de retard. Donc c'est à peu près ça, Macron. Donc, en termes de pouvoir d'achat, on est beaucoup moins bon. Et c'est pour ça que les effets se ressentent fortement dans la population. C'est pour ça que pour lâcher quand même des choses, parce qu'évidemment ils ne peuvent pas non plus ne rien faire, parce que là sinon ça va être l'émeute, parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre 6% de pouvoir d'achat cette année, et encore 6 l'an prochain, et encore, oui, voire certains plus. Bon, ça va vite devenir intenable. Donc, des primes, des chèques. Bon, mais le problème, c'est que le chèque ou la prime, c'est ponctuel. L'inflation, c'est tous les mois. Hein, les prix, ils ont augmenté et ils augmentent tous les mois. Donc, c'est pas une réponse, ça. Mais ça permet d'éviter d'augmenter
les salaires. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de faire le lien avec deux réformes, une qui a eu lieu récemment et une que vous allez avoir à affronter au mois de janvier. Celle qui a eu lieu, c'est la réforme de l'assurance chômage, et celle qui va avoir lieu, c'est celle des retraites. Et ces deux réformes-là, elles jouent dans ce sens d'avoir une pression à la baisse sur les salaires. Pourquoi? En durcissant les conditions d'accès au chômage et en réduisant les indemnités chômage pour les chômeurs, l'idée c'est quoi? C'est, comme on dit, comme ils disent, d'inciter les gens au chômage à revenir sur le marché du travail, comme si l'objectif d'un chômeur n'était pas de travailler. Bon, vous connaissez, hein, il suffit de traverser la rue, etc., etc. Le ministre du SOP a encore récemment dit que il y avait plus de 300 000 emplois vacants, sauf que ton collègue Adrien Plouet, qui est très au fait de toutes ces questions de travail, a montré, parce que c'est les chiffres ministériels eux-mêmes, hein, que sur ces 300 000 emplois, il y en a vraiment que la moitié qui sont vraiment vacants. Parce que les autres, ce sont des emplois qui sont mis mais qui n'existent pas encore, ou des emplois qui sont déjà occupés, mais la personne va être amenée à partir, et donc on prévoit de la remplacer. Donc des emplois réellement vacants, voilà, il y en a à peu près 150 000, 180 000. Face aux 6 millions de chômeurs inscrits à Pôle emploi, vous voyez bien que... Mais durcir les conditions de l'assurance chômage, c'est faire une pression à la baisse sur les salaires. C'est contraindre les chômeurs à accepter le premier emploi mal payé. La réforme des retraites, outre les logiques d'économie, la réforme des retraites, elle a aussi un objectif non avoué bien évidemment, mais qui est de faire pression là aussi. Parce que reculer l'âge de la retraite, c'est mettre toutes les personnes entre 62 et 65 ans sur le marché du travail. Donc faire en sorte qu'il y a plus de monde en concurrence pour occuper le peu de postes vacants. Conclusion, ça joue aussi à la baisse des salaires. Et ça parce que c'est leur logiciel économique. Alors, ils ne comprennent pas que donner des conditions de travail et des conditions de vie décentes, c'est justement ça qui alimente la machine économique. Mais bon, ça c'est un autre problème, c'est qu'ils ont une vision un peu très court-termiste en termes... il faut limiter les coûts, c'est leur seul truc. Alors, cette inflation, elle pèse, et contrairement à ce qu'on dit, elle pèse fortement en France parce qu'on est très peu généreux sur les hausses de salaire. Alors, il y a un effet trompeur parce qu'il y a des hausses de salaire. Mais ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les hausses de salaire que les uns ou les autres ont pu obtenir sont supérieures à l'inflation ou pas? Parce que si elles sont inférieures à l'inflation, vous y perdez. Vous y gagnez si les hausses de salaire sont supérieures à l'inflation. Alors maintenant, quelle est la cause de l'inflation? Alors, de manière générale, on identifie 3 grandes causes à l'inflation. La première, qu'on n'ose plus trop avancer, c'est, alors les économistes qu'on appelle dans le langage jargonneux des économistes, on appelle les économistes monétaristes, donc notamment un des célèbres représentants, c'était Milton Friedman, peut-être ça dit quelque chose, hein, l'économiste américain qui est un des grands inspirateurs des politiques néolibérales menées dès les années 70 au Chili, puis dans le Chili de Pinochet, puis par la suite à partir des années 80, qui a inspiré Reagan, Thatcher notamment. Et pour eux, la cause de l'inflation, c'est le fait qu'on émette trop de monnaie, qu'il y a trop de monnaie dans l'économie. Le problème, c'est que ce n'est pas vérifié. Après la crise financière, on a injecté des tonnes et des tonnes d'argent, et si vous vous rappelez, depuis la crise financière jusqu'à avant la crise sanitaire, on n'avait pas d'inflation, c'était même le contraire. On avait une inflation qui était proche de zéro et on était même proche de la déflation, c'est-à-dire une inflation négative, une baisse absolue du niveau des prix. Donc ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi les banques centrales augmentent
les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation? Eh bien, c'est parce qu'elle pense que, deuxième cause de l'inflation possible, c'est l'inflation serait due à un excès de demande. Il y aurait trop de demandes d'achat de biens et services de la part des ménages, des entreprises, et en face, il n'y aurait pas assez d'offres. L'offre aurait du mal à répondre. Et donc ça crée des tensions inflationnistes. Pourquoi donc? Et donc ça justifie la hausse des taux d'intérêt. Parce qu'en augmentant les taux d'intérêt, que se passe-t-il? Ça rend le crédit plus cher. Donc, les entreprises vont moins s'endetter pour investir, donc elles vont moins acheter, hein, et les ménages, de la même façon, vont moins s'endetter, et donc vont moins dépenser. Et donc ça, c'est l'objectif, c'est d'avoir une baisse, à la fin, une baisse de la demande, hein, de biens et services. Sauf que, alors, c'est intéressant parce que tout ça, ça veut dire que l'idée, c'est que on veut régler la question de l'inflation par le ralentissement économique. Parce que si vous augmentez les taux d'intérêt, eh bien, si le crédit est plus cher, comme je viens de le dire, les entreprises investissent moins, donc il y a moins de création de richesse, moins d'emplois, les ménages dépensent moins, donc pour les entreprises, il y a moins de débouchés, et donc là aussi, c'est susceptible de générer plutôt du chômage que l'inverse. Et c'est totalement assumé. Le président de la Fed a dit fin septembre, donc la Fed, hein, c'est la Banque centrale des États-Unis, donc Jérôme Powell, a dit texto lors d'une conférence de presse, il faut augmenter le chômage pour réduire l'inflation. Christine Lagarde a dit, bon, alors elle est un peu moins cash que Jérôme Powell, mais elle dit, bon, voilà, il faut une petite récession quand même pour régler les problèmes d'inflation. Donc ces gens-là sont en train de dire de manière tout à fait décomplexée, eh bien, il faut plus de chômeurs parce que ça va permettre de régler l'inflation. Alors on pourrait quand même se dire, est-ce que la situation est grave au point que gagner quelques points d'inflation en moins justifie de mettre des milliers ou des millions de gens au chômage? Alors pour eux, oui, parce que l'inflation, c'est le mal absolu. Pourquoi l'inflation, c'est le mal absolu? Parce que l'inflation, ça bouffe l'épargne, ça rogne le capital, la rente. Donc c'est ça qu'ils veulent protéger. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, on va y venir sur l'indexation des salaires, c'est pour ça que l'indexation, ils n'en veulent pas, sauf pour les capitaux. Le Trésor français émet des titres de dette pour financer l'État français, et entre 10 et 12% de ces titres de dette sont émis à un taux d'intérêt qui est indexé sur l'inflation. Donc, on peut bien indexer quand on a envie. On ne veut pas indexer les salaires sur les prix. En revanche, on peut indexer la rémunération du capital sur les prix si on le souhaite. Alors, cette idée hein, de provoquer une récession, et c'est malheureusement ce qui a tout lieu, on a tout lieu de penser que ça va être le cas en 2023, provoquer une récession pour lutter contre l'inflation. Sauf que le problème, c'est que le diagnostic, là encore, est faux. On n'est pas face à une situation où l'inflation est due à un excès de demande. Ça se produit, ça peut exister, mais ça se produit lorsqu'on est plutôt on est proche du plein emploi. Quand on a des économies, on dit on surchauffe, où là, effectivement, les salaires augmentent, et donc les ménages consomment de plus en plus, et généralement, la production a du mal à suivre l'augmentation de la demande, et ça se traduit en hausse des prix. Mais là, c'est pas du tout ça le cas. Il y a bien un déséquilibre entre l'offre et la demande. La demande est supérieure à l'offre, très bien. Mais c'est pas dû à une demande qui galope, puisque, comme je viens de vous le dire, les salaires réels diminuent. Donc le pouvoir d'achat des ménages diminue. Donc on n'est pas dans une période où on se met à dépenser de plus en plus. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une pénurie d'offres.
Il y a des problèmes d'approvisionnement, des pénuries. Alors tout ça ne date pas de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a contribué à amplifier le mouvement dans certains cas, mais la guerre en Ukraine a bon dos pour justifier des hausses de prix. Tu parlais hier des débats qu'on a eu avec l'Institut La Boétie, où on avait organisé un événement qui est, il y a la vidéo sur le site si vous voulez jeter un coup d'œil, et Michel-Édouard Leclerc lui-même nous disait, bon, alors, il est très habile pour se faire passer aussi pour celui qui, lui, il est responsable de rien, mais tout le monde profite de lui et lui impose des trucs. Mais il y a quand même des choses qui sont avérées. C'est qu'il nous dit, par exemple, vous savez qu'il y a eu la fameuse pénurie de moutarde, hein, parce qu'il y avait les graines qu'on ne trouvait plus. Et il nous dit, par exemple, le SPER avait fait toute une campagne en 2021 en disant, mais nous, dans notre moutarde, les graines, elles sont produites par des paysans français, des agriculteurs français, donc voilà, mettre l'accent sur le Made in France, etc., etc. Il nous dit, depuis la guerre en Ukraine, la moutarde Le Sieur, plus 16%. Pourquoi? Si ça ne vient pas d'Ukraine. Il n'y a pas de pénurie, là. Donc, un certain nombre d'entreprises, de producteurs, etc., ont utilisé aussi la guerre en Ukraine pour augmenter les prix dans des proportions plus élevées que ce qui aurait été nécessaire. Malgré tout, il y a effectivement des pénuries, il y a effectivement des ruptures de chaîne d'approvisionnement qui posent problème. Mais c'est pas ça foncier. Alors c'est la pénurie plutôt d'offres qui va expliquer en partie l'inflation. Parce que ça renchérit les coûts de production des entreprises. Et c'est là le troisième élément possible de l'inflation. Et ce que l'on constate, c'est effectivement ça. L'inflation, elle est due à une hausse des coûts de production. Il y a deux canaux de transmission. Par exemple, la hausse du prix de l'énergie, le prix des matières premières. Et donc là, on va parler d'inflation importée. Parce que le pétrole, on n'en produit pas ici, l'énergie, le gaz, etc. Bon, on ne produit pas non plus chez nous. Donc, ça, c'est l'inflation importée et on ne peut pas y faire grand-chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein même de la BCE, une des membres du directoire de la BCE, qui s'appelle Isabelle Schnabel, reconnaissait dès le printemps dernier que la politique de la BCE était totalement inefficace pour enrayer cette inflation-là. C'est-à-dire qu'augmenter les taux d'intérêt n'a aucun impact, n'a aucun effet sur cette inflation importée. Elle va avoir un effet éventuellement sur l'inflation interne, celle due à l'offre et la demande. Donc, les coûts de production ont augmenté du fait de cette inflation importée et du fait d'un autre facteur qui est très peu mis en avant, qui est la baisse des gains de productivité. C'est-à-dire le fait que on produit moins, en une heure de temps, on produit moins. C'est ça. Alors, ça, c'est quand on a une baisse de productivité absolue. La baisse des gains de productivité, ça veut dire qu'il y a un ralentissement de la hausse de la productivité. Ça veut dire qu'on est de moins... Alors ça, c'est une tendance qui date des années 70. Hein. Mais innover. Donc, il faut prendre des mesures fortes. Et les mesures fortes, d'ailleurs, on le voit bien, les mesures fortes qu'on ne prend pas sur le marché de l'énergie européen, marché de l'électricité notamment, qui est totalement absurde, fait que le coût de l'énergie explose en Europe et pénalise tout le monde, entreprises, ménages, et peut donner lieu à des délocalisations. Donc les mesures fortes, c'est quoi? Il y en a deux principales, qui peuvent être tout à fait actionnées. La première, l'indexation des salaires. Le gouvernement nous dit, oh là 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 là, si on indexe les salaires sur les prix, ça va créer une spirale inflationniste, une boucle prix-salaire. Alors, pas de chance, il se trouve que le FMI vient de sortir une étude récente, donc le FMI, Fonds monétaire international, ils ne sont pas affiliés à l'international socialiste, ils ont sorti une étude sur les 60 dernières années, ils ont montré que cette boucle prix-salaire n'existe pas.
Enfin, en tout cas, il n'est pas possible de la mettre en évidence, encore moins dans les périodes où on a une baisse des salaires réels comme celle que l'on connaît aujourd'hui. Donc, cette boucle n'existe pas. C'est pourtant le chiffon rouge agité par le gouvernement pour nous dire si on augmente les salaires, vous vous rendez compte, ça va. Parce que ça, effectivement, ça parle. Si on vous dit, si on augmente les salaires, ça va augmenter les prix, et si on augmente les prix, on va encore augmenter les salaires, donc il va falloir augmenter les prix, et c'est sans fin. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, il y a une boucle, mais c'est une boucle prix-profit. La hausse des produits alimentaires, dans l'industrie agroalimentaire et le commerce, elle s'explique à 90% par la hausse des profits, par la volonté des entreprises de maintenir ou d'augmenter leur taux de marge. Donc, l'indexation des salaires permettrait justement, de maintenir le pouvoir d'achat. Alors après, il y a plusieurs modalités. Est-ce qu'on indexe tous les salaires? Est-ce qu'on indexe que les bas salaires? Est-ce que c'est dégressif à mesure qu'on augmente les salaires? Ça, c'est du domaine de la discussion, bien évidemment. Mais le principe est un principe qui permettrait d'enlever pas mal de souffrance à beaucoup de monde. Le deuxième principe important, et je m'arrête, c'est le contrôle des prix. Alors, il ne s'agit pas de fixer tous les prix, mais le contrôle stratégique des prix, c'est de dire, comme l'ont fait par exemple sur l'énergie, l'Espagne et le Portugal, qui ont demandé à sortir du marché de l'électricité et à pouvoir... Alors, ils ont eu cette autorisation. Résultat, la hausse de l'énergie est 3-4 fois moins importante en Espagne et au Portugal qu'ailleurs. Donc, le contrôle des prix, c'est aussi de dire il y a des prix stratégiques, notamment l'énergie, parce que ça pénalise les entreprises, ça pénalise tout le monde. Regardez les commerçants, j'ai entendu à plusieurs reprises, vous avez dû entendre ça, des boulangers qui vous disent mais moi ma facture elle a été multipliée par 10, donc si ça dure comme ça 6 mois, je ne peux pas multiplier le prix de la baguette par 10, donc je suis obligé de mettre la clé sous la porte. Donc, et ça ce sont des mesures qui peuvent être décidées tout à fait par un gouvernement, quel qu'il soit. Gouvernement qui ne veut pas. Alors il demande juste, c'est toujours la stratégie Bruno Le Maire, si c'était pas grave, il me ferait rire, s'il demande gentiment aux entreprises, est-ce que vous voulez bien, celles qui peuvent, augmenter les salaires? Waouh. Alors là, ça c'est incitatif. Et celles qui peuvent, est-ce que vous voulez bien pas trop augmenter les prix? Bon, vous avez vu l'efficacité de telles mesures. Mais non, dans des cas d'urgence, dans des cas extrêmes, de crise aiguë, il faut que la puissance publique elle joue son rôle, et notamment par ces deux mesures. Je m'arrête là parce que j'ai déjà été très long, et on pourra, si j'ai oublié des choses, revenir dans la discussion. Merci. Merci beaucoup, Eric, pour avoir tenu le timing. Ce que je vous propose, du coup, c'est de profiter pendant que tu es chaud. Si vous avez des questions, des demandes d'explications sur ce que vient de nous présenter Eric, qui parfois, moi j'ai tout compris, donc ça veut dire que c'est quand même hyper vulgarisé et très simplifié. Néanmoins, il y a peut-être des questions que vous souhaitez poser à Eric pour améliorer votre compréhension, ou il y a des points qui vous semblent peut-être nécessiter d'être développés. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. Quand tu expliques qu'un des mantras, c'est de ne pas augmenter les salaires, parce qu'en fait, c'est aussi pour grossir le nombre des chômeurs, pour faire pression justement sur les salaires. Or, tout le discours, il est on se donne les moyens pour le plein emploi. Donc, comment est-ce que cette contradiction-là, on peut la mettre aussi en évidence, et puis de manière chiffrée, pour que ça nous parle davantage, quoi, parce qu'il y a une telle pression médiatique vis-à-vis de cette volonté, ce volontarisme-là. Voilà, je ne sais pas trop comment faire face à ça, quoi. C'est intéressant parce que justement, hier, dans les débats qu'on a eus là, à Paris pour l'événement autour de l'Institut, du lancement de l'Institut de la Boétie, là, sur l'inflation, il y a eu donc une première table ronde où ont débattu Aurélie Trouvé et Michel-Édouard Leclerc, et il y en a eu une deuxième avec des économistes, 3 économistes, Cédric Durand, qui est un économiste qui a travaillé avec moi
lors de la campagne présidentielle en soutien de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Un économiste de l'OFCE, qui est un organisme d'analyse économique, de prévision, qui est, on va dire, plutôt quand même compatible avec nous. Et puis, il y avait Agnès Benassi-Kéré, qui est la chef économiste du Trésor. Donc le Trésor, ben, c'est le banquier de l'État. C'est le caissier de l'État. Et c'était intéressant parce qu'elle nous servait ce discours-là en disant, mais en fait, la situation pour les ménages, elle est stabilisée en France. Elle est stabilisée parce que, vous savez, dans la richesse créée, elle se partage en deux grandes parties, les salaires et les profits. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse qui est créée au cours d'une année, c'est ce qui représente le PIB, ce fameux produit intérieur brut, à partir duquel on calcule un taux de croissance. Eh bien, elle nous disait, depuis les années 90, la répartition entre les salaires et les profits est constante, à peu près, et stable, on va dire. Ce qui est vrai. Sauf que ce qu'elle oublie de dire, et ça renvoie à ce que tu mentionnes, c'est que l'idée, c'est effectivement de viser le plein emploi, bon, mais quel plein emploi? Oui, le chômage a baissé. Donc il y a plus de personnes qui travaillent. Mais les salaires sont comprimés. Donc il y a plus de personnes qui travaillent, mais en moyenne pour des salaires moins intéressants. Donc la valeur des revenus, des salaires dans cette richesse, c'est la multiplication du nombre d'emplois par les salaires. C'est comme ça qu'on a la valeur totale. Et donc, effectivement, on peut trouver que la valeur totale est stable, mais ça s'explique par le fait que, certes, le chômage a baissé, il y a plus de monde au travail, mais comme les conditions salariales se sont dégradées, ce que l'on a gagné d'un côté, on le perd de l'autre. Et au final, ça fait quelque chose qu'on peut présenter comme étant, ben vous voyez, la situation des ménages, ça va. Alors oui, globalement, macroéconomiquement, dans les statistiques, voilà. Sauf que si on regarde un peu en détail, ben, c'est pas du tout la situation de la majorité des gens. Donc, il y a ce genre de petite manipulation qui est là. Alors, pourquoi essayer de limiter la hausse des salaires? Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un seul objectif, la compétitivité. Être plus compétitif, ce qu'on appelle la compétitivité coût. Parce qu'il y a une compétitivité qui peut être due à la qualité. C'est ce que les Allemands ont fait pendant des années. Les voitures allemandes sont plus compétitives, non pas parce qu'elles sont moins chères, mais parce que, à tort ou à raison, on considère que la qualité allemande, etc., etc. Nous, on est sur la qualité, sur la compétitivité coût. Donc, il faut baisser les coûts. Et le plus facile, c'est le coût du travail. D'agir. Donc, toutes les réformes menées depuis des années et des années, que ce soit par Sarkozy, mais par Hollande aussi, par Macron, vont dans ce sens-là. Sauf que ces gens-là, si on a un autre logiciel économique, celui que l'on a développé pendant toute la campagne du premier semestre, que ce soit pendant la présidentielle ou pendant les législatives, c'est de dire, au contraire, le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Parce que les économistes néolibéraux, moi j'ai toujours l'habitude de dire qu'ils ont une vision borgne de l'économie. C'est-à-dire qu'eux, ils voient le salaire comme un coût. Donc, il faut limiter ce coût pour que les entreprises soient plus compétitives. Et si elles sont plus compétitives, elles vont embaucher. Et donc, ça va générer de l'activité, et donc ça va être bon. Bon, ok. Ce que l'on dit, nous, c'est non. C'est au contraire, en augmentant les salaires, qu'on va améliorer la situation. Parce qu'en augmentant les salaires, les entreprises vont voir qu'il y a plus de pouvoir d'achat, donc que les gens vont demander plus de biens et services. Alors après, le débat sur ce qu'on doit consommer, etc., évidemment est important, mais c'est autre chose. Là, c'est à part de ma démonstration. Donc, la demande va augmenter, donc les entreprises vont se dire, il y a une demande à satisfaire, donc je vais investir, donc je vais embaucher, et ça alimente
une spirale positive. Et c'est ça que ne veulent pas voir les néolibéraux, puisqu'ils sont arc-boutés sur l'idée que le salaire, c'est uniquement un coût. Et ils ne voient pas que, ok, c'est un coût pour les entreprises, mais c'est un revenu pour les ménages. Et que c'est à partir de ce revenu que les ménages vont consommer, vont dépenser, et vont alimenter les profits des entreprises. Donc si on réduit ça, eh bien en fait, on scie la branche sur laquelle on est assise. Parce que on réduit les coûts de production, donc on réduit les revenus, donc les ménages vont moins consommer, donc les entreprises vont dire on n'arrive pas à vendre notre production, donc on va réduire la production, donc on va licencier, on va moins investir, donc ça fera moins d'achats à d'autres entreprises, on va licencier, donc globalement la masse de revenus disponibles pour dépenser des ménages va baisser aussi, etc. Et là vous entrez dans une spirale négative. Et c'est celle qu'on connaît depuis les années 80, puisque la croissance est beaucoup plus faible que dans la période précédente, dite des 30 glorieuses, 45-75, où on avait une logique plus keynésienne. L'idée que c'est la demande qui gouverne l'économie, que c'est en gros les hausses de salaire, par exemple. Alors c'est pas que ça, parce qu'il faut combiner ça avec de l'investissement public qui alimente la demande aussi, que c'est la demande qui va alimenter l'économie. Ça, c'est la vision dite keynésienne, du nom de l'économiste anglais John Maynard Keynes. Et c'est ce qui a alimenté l'économie pendant les 30 glorieuses, avec une situation qui était très florissante. Les néolibéraux depuis, on a coutume de parler depuis des 30 piteuses, puisque justement, avec leurs recettes, qu'est-ce que le résultat, ça a été quoi? Plus de chômage, et moins de croissance. Alors on peut discuter là aussi de la croissance, de sa nécessité, de son contenu, mais si on raisonne avec les outils traditionnellement utilisés, ben les résultats ils sont pas flambants, ils sont pas flamboyants. Mais c'est dû à cette vision-là, qui me semble être une impasse. Moi, ce que je ne comprends pas bien, parce qu'en fait, vous avez dit tout à l'heure que l'intérêt du capital, c'était parce que, que l'inflation c'était l'ennemi du capital parce qu'il venait rogner les marges. Et en même temps, là, ce que vous décrivez, c'est quand même ce mécanisme finalement récessif. Au bout du bout, il pénalise aussi, d'une certaine façon le capital, parce que si toutes les boîtes se plantent, au final, il n'y aura plus du tout de valeur ajoutée et plus du tout de trucs sur lesquels ils vont venir capter, parce qu'il y a plusieurs plans que vous avez dit très intéressants. Merci beaucoup pour l'intervention, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'argent en circulation, ça c'est un fait aussi. Alors, vous avez dit que ça n'a aucun effet sur l'inflation, mais pour autant, un des gros problèmes qu'on a, je pense, c'est peut-être la captation aujourd'hui massive du capital sur tout ce qui est valeur ajoutée. Oui. Alors, par contre, mais en même temps, pour qu'il y ait captation, il faut quand même qu'il y ait production de cette valeur ajoutée. Si là on est dans un système, comme vous le décrivez, qui à un moment donné va détruire toute cette valeur ajoutée, qu'est-ce qui gagne au final ? Alors, c'est intéressant votre question parce que ça me permet de préciser quelque chose. Parce que c'est vrai que quand j'ai parlé de l'inflation qui était l'ennemi de la rente, c'est qu'il faut faire une distinction entre les entreprises qui investissent dans l'économie dite réelle, c'est-à-dire, je ne sais pas, on renouvelle l'appareil de production, on investit dans des machines plus performantes pour produire des produits de meilleure qualité que l'on va vendre. Bon. Et ça, effectivement, ces entreprises-là sont pénalisées. En revanche, ceux qui ne sont pas pénalisés, ce sont ceux qui utilisent leur capital, leur épargne, pour spéculer sur les marchés financiers. Et c'est ceux-là qui sont les plus dangereux. Moi, j'ai absolument rien contre les entreprises, au contraire. Mais les entreprises qui investissent dans l'économie réelle, qui va permettre de développer l'emploi. Vous dites qu'il y a beaucoup trop de liquidités dans le monde. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais celle qui pose problème, toutes les liquidités qui ont été déversées depuis la crise financière de 2007-2008 et une partie de celles qui ont été déversées aussi depuis la crise sanitaire, ces liquidités-là, elles se retrouvent pas tant dans l'investissement des entreprises, dans la distribution de revenus aux ménages, donc dans l'économie réelle, que dans la sphère financière. Et c'est ça le gros problème, parce qu'on est en train de reconstruire des bulles spéculatives qui, comme n'importe quelle bulle, à un moment ou à un autre, éclatent. Donc, du point de vue
de la finance, c'est une bonne politique. Parce que les rendements sur les marchés financiers, si on augmente les taux d'intérêt, ben les taux d'intérêt réels, ce que l'on gagne réellement en plaçant son argent, vont augmenter. Le taux d'intérêt réel, c'est la différence entre le taux d'intérêt dit nominal, celui auquel vous placez ou celui auquel vous empruntez, et le taux d'inflation. C'est ça qu'il faut regarder. Alors aujourd'hui, on a encore dans une situation de taux d'intérêt réel négatif. Donc ça, c'est pas favorable aux épargnants, c'est plutôt favorable aux emprunteurs. Mais si, comme la Banque centrale des États-Unis le prévoit, on augmente suffisamment les taux d'intérêt, ça va avoir bien évidemment un impact sur l'inflation. Ça va réduire l'inflation, mais pour de mauvaises raisons, parce que ça va entraîner une récession. Donc oui, les prix vont moins augmenter, mais tout simplement parce que les gens ne pourront plus acheter. Donc à un moment, les prix augmenteront plus. Mais le vrai problème, il est celui-ci. Donc en fait, il y a trois, j'aurais dû être plus précis, et vous avez raison de poser la question, c'est qu'il y a trois, il y a les ménages, il y a les entreprises du secteur réel, et il y a toute la finance. Et c'est ça, l'élément le plus toxique, c'est cette finance, qui en plus dicte sa loi. Et quand je disais que j'étais d'accord avec vous sur le fait qu'il y a énormément de liquidités, et que pour éviter une crise financière, il serait à mon avis, très judicieux, justement, de taxer fortement ce capital financier. Parce que c'est lui, si on ne le fait pas, qui va nous exploser à la figure. Parce que comment ça marche, les marchés financiers? C'est les moutons de panurge. C'est-à-dire que tant que le cours des titres monte, eh bien, vous avez toujours des gens qui disent « Waouh, il y a des perspectives de gain, donc je vais acheter. » Et en achetant, ça fait monter. Et d'autres voient que ça monte, ils se disent « Ah ben, moi aussi, je vais acheter. » Et donc, à force d'acheter, vous avez ce mouvement à la hausse du prix des actifs financiers. Sauf que, comme on dit, les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel, il y a toujours un moment ou un autre où certains vont commencer à se dire « Oh là là, ça a monté tellement haut qu'il y a peut-être plus de chances que ça se mette à baisser. » Et donc, dans ce cas-là, que font les gens? Ils disent je vais quand même vendre, parce que je pense qu'il y a plus de chances que ça baisse, donc je vais vendre avant que ça baisse. Et c'est comme ça que se déclenchent les crises financières. Parce que là, le mouvement, il est brutal. Parce que vous avez un mouvement massif. Dès que certains, ceux qui vont vendre avant que ça baisse, eux, jackpot pour eux. Mais les autres, ils vont voir que ça commence à baisser, ils vont dire « Ouh là là, il faut que je vende vite, parce que ça commence à baisser. » Et tout le monde va faire la même chose, et bien évidemment, ça s'effondre, et la bulle éclate. Et pour éviter ça, ça ne veut pas dire qu'on va éviter une crise financière, mais au moins pour en limiter l'ampleur et la durée, il faut limiter toutes ces liquidités qui spéculent sur les marchés financiers. Et un bon moyen, c'est de les taxer. C'est que les États ils reprennent possession de ça et qu'ils s'en servent pour réinvestir dans l'économie réelle. Pas simplement pour donner des augmentations de salaire, mais pour faire de l'investissement public. Il paraît qu'on a un changement climatique à affronter et à organiser la bifurcation de nos économies. Donc on a besoin de milliards et de milliards, de centaines de milliards pour investir dans cette bifurcation écologique. Et bien un moyen, c'est justement de se servir dans cet argent qui ne sert à rien sur les marchés financiers. 98 à 99% des transactions qui s'opèrent sur les marchés financiers sont de la pure spéculation. Il y a entre 1 et 2% des sommes qui s'échangent sur les marchés financiers qui servent réellement à financer les entreprises, les États qui émettent des titres. Donc, il y a des moyens. Après, c'est de la volonté politique ou pas. Et quand on a un gouvernement 100% McKinsey, qui est au service du capital et au service du capital financier, évidemment, il fait tout pour empêcher ça. Alors que ce serait pourtant très souhaitable. Et je vais saisir la balle pour essayer de faire la transition. Du coup, si j'ai bien compris sur la dernière question, c'est intéressant parce que tu disais deux mesures. Nous, c'est indexation des prix, indexation des salaires, contrôle des prix. On pourrait rajouter la troisième mesure, taxation du capital financier et des surprofits, en fait, puisque quand tu parles de l'inflation, qui est le résultat d'une boucle
prix-profit, c'est les surprofits. Parce qu'effectivement, comme le disait Jean-Pierre, c'est la question, il faut quand même que les entreprises, elles vivent et qu'elles soient profitables. Mais c'est le surprofit qui pose un problème. Alors du coup, je saisis la balle au bon pour parler des surprofits, et puis pour aborder cette deuxième partie, moi je voudrais vous dresser un petit tableau des profiteurs justement de crise. Et là, ce que tu disais tout à l'heure sur l'inflation, je parle sous ton contrôle, c'est l'inflation est aussi une inflation des dividendes, parce que dans les super profits, il y a cette question des dividendes qui n'alimentent pas l'économie réelle. Le marché marche très bien pour quelques grands acteurs privés, mais pour l'ensemble de nous tous et toutes ici, ça marche moins bien. Alors pourquoi ça marche bien et comment ça marche bien surtout? Je vais essayer de le quantifier, ça vous donne aussi des points de repère dans les discussions à venir autour de la bûche de Noël. Je vais la prendre par chronologie. 2021, année record pour les actionnaires et les entreprises cotées au CAC 40. Selon le calcul de l'ONG Observatoire des multinationales, les dividendes versés ont atteint un montant record de 57,5 milliards d'euros en 2021, rapportant notamment, parce qu'il faut donner des noms quand même, sinon c'est pas drôle, 2,4 milliards d'euros à la famille Arnault et 2 milliards d'euros de dollars au fonds de pension BlackRock américain. Du coup, il est le plus riche du monde maintenant. Ben voilà, il est le plus riche du monde, Cocorico, c'est ça. On a un champion du monde avant l'heure. La rémunération moyenne d'un patron du CAC 40 a progressé sans doute comme vos salaires et vos pensions de 52%. Donc là on voit un petit peu comment ça marche bien pour quelques personnes. L'année 2022, elle est encore meilleure, s'annonce encore plus prolifique. Les plus grandes entreprises dans le monde, en particulier en France, ont continué de verser au cours du deuxième trimestre 2022 des dividendes à des records, des niveaux jamais atteints. En France, on a battu un record au deuxième trimestre, pardon. Au deuxième trimestre, avec 44 milliards d'euros versés de dividendes. Dans le pays, on a des dividendes qui ont augmenté de 32,7% au deuxième trimestre, soit un rythme supérieur, et là on parlait de comparaison européenne, à la moyenne européenne. 4 entreprises françaises sont dans le top 20 des sociétés ayant le plus versé de dividendes. BNP Paribas, 6e, Sanofi, 10e. Sanofi, je vous rappelle qu'il y avait un conflit social jusqu'à encore hier, parce que justement, ils ne voulaient pas augmenter les salaires. AXA, 12e, LVMH, 14e. Elles ont cumulé, ces 4 entreprises, 35 milliards d'euros de bénéfices nets en 2021. Alors, dans les grands gagnants de cette crise, et ceux qui se nourrissent aussi de l'inflation, voire qui même l'entretiennent, tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a celles qui produisent de l'énergie, on l'a expliqué, et celles qui transportent les marchandises aussi. Ça, on a vu qu'il y avait des marges incroyables de ces deux secteurs qui, respectivement, dépassent de 20 et 40% la moyenne des années antérieures, 2015-2019. Donc on voit que là, on parle vraiment de surprofit. C'est-à-dire que quand on est en période de croisière, c'est vraiment en deçà de ça. CMA, CGM, notamment dans la question des grandes entreprises qui réalisent des milliards de dollars de bénéfices, 7 milliards exactement au premier trimestre 2022. À tel point qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Le patron de CMA CGM, Rodolphe Saadé, voulait a racheté le quotidien de la Provence et a essayé de racheter la chaîne de télé M6. Donc il y a un tel niveau de profit, ils cherchent effectivement comment aussi racheter les médias pour nous faire comprendre comment leur action est profitable à nous tous. La boucle est bouclée. Il y a aussi Total Energy, puisqu'on va rester un peu dans le secteur, qui après avoir battu en 2021 un record historique de profit annuel à 16 milliards de dollars, a annoncé un résultat de 18,8 milliards de dollars pour la première moitié de 2022, d'accord, juste le premier semestre, ce qui est assez rageant parce qu'on parle aussi là de comment on répartit la richesse. Je pense qu'on va y venir, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais Total, c'est 0 impôt sur les sociétés en France en 2020 et 2021. Et CMA CGM dont je vous parlais juste avant, c'est 2% d'impôt sur les 16 milliards de profits. Donc c'est là qu'on se dit effectivement la question de taxes sur les super profits, elle n'est pas complètement injustifiée, je dirais même qu'elle est indispensable. Je crois même que quelques grandes voix des économistes ultralibéraux ou des gouverneurs, même des banques centrales, se sont élevés pour dire que bon, à un moment c'était un peu indécent
et que ça, du coup, ne profitait même pas à l'économie réelle et qu'il fallait taxer ces super profits. Dans ces profiteurs de crise, les pays qui produisent et exportent notamment cette énergie, pétrole et gaz, en temps normal, la France, elle exporte à peu près 10 milliards d'euros d'énergie chaque trimestre. En ce moment, c'est 28 milliards d'euros. Donc on est presque x3 sur notre dépense en importation d'énergie. Et donc qui se frotte les mains et se fait du bénéfice là-dessus? La Norvège notamment et les USA qui font des super profits sur les prix du gaz. Voilà, que ce soit du gaz ou du pétrole, et notamment, puisqu'on en parle beaucoup, ça a aussi une relation avec des sujets écologiques qui me concernent beaucoup, la relance d'un terminal méthanier sur la Manche pour faire venir du gaz de schiste américain, d'accord? Donc déjà écologiquement c'est pas super, c'est pas génial, mais c'est qu'en plus on se fait plumer. C'est-à-dire que le gaz de schiste, il est vendu 10 fois plus cher arrivé au terminal méthanier au nord de la France que le prix qu'il est vendu sur le marché américain. Donc là, on se fait vraiment plumer, on est les dindons de la farce. On a eu aussi, pour ne pas les oublier, puisqu'on en parle un petit peu en ce moment, la 9e vague, il y a les profiteurs de la crise Covid, les labos pharmaceutiques, qui ne voulaient pas rendre public le vaccin. C'était pareil, on a dit il faut le mettre dans le domaine public si vraiment c'est un enjeu de santé mondiale. Bon, ils n'ont pas voulu, forcément. Chiffre d'affaires de Pfizer, plus 95% en 2021, 81 milliards de dollars, son bénéfice net a plus que doublé. Voilà un autre profiteur de crise. Donc ça c'est un petit tableau, mais rapide, hein, je ne les ai pas tous listés, sinon on est encore à minuit, mais de quelques-uns, de quelques secteurs d'activité, filières qui ont du coup alimenté cette boucle prix-profit ou sur-profit ou dividende dont Eric nous parlait juste avant. Alors moi ce qui m'ennuie au niveau politique, c'est que le gouvernement, finalement, il est complice et il laisse ses profiteurs se goinfrer, et voire même, comme il n'y en a pas assez, il remet du beurre dans les épinards. Alors c'est carrément des épinards dans le beurre, quoi. Parce que, petite liste de Noël, puisque c'est la période des cadeaux fiscaux déjà accordés aux plus riches et aux grands patrons. Suppression de l'ISF, ça c'était 2018, c'est pas vieux, c'était il y a 4 ans. 3 milliards d'euros par an. Instauration de la flat tax, 2018 aussi, 2 milliards d'euros par an. Le CICE, crédit impôt, compétitivité, emploi. Vous savez, c'était le badge, 1 million d'emplois du MEDEF, qui nous a coûté 20 milliards d'euros. Ça fait cher le badge. Et qui a produit, c'était quoi? Ils avaient dit 100 000 emplois. Ça faisait un salaire. Le coût d'un emploi CICE, c'est à peu près 3 fois le coût d'un emploi public. Donc les employés CICE, ils étaient payés 6 000 par mois, mais il n'y en avait pas. Bon, bref, le badge a coûté cher, 1 million d'emplois. 20 à 25 milliards maintenant par an, parce qu'ils ont pérennisé ce crédit impôt compétitivité emploi dans des allègements de charges pérennes. Baisse d'impôt sur les sociétés de 33,3 à 25%, depuis 2017 jusqu'en 2022, 13,6 milliards d'euros par an. Suppression, vous avez les calculatrices, j'espère, parce qu'il va falloir faire le total à la fin. Suppression de la CVAE, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, c'est la dernière trouvaille pour continuer d'assécher les finances publiques. 8 milliards d'euros par an. Juste, je vous le dis comme ça, parce que comme tu en as fait référence, on va nous tanner là, on nous tanne déjà sur l'histoire des retraites qui serait déficitaire, soi-disant qu'il y aurait un déficit à peu près 3% de 10 milliards d'euros. Bon, ben déjà, vous ne faites pas la CVAE, vous avez payé, vous avez réglé la question. Bref. Et je termine avec le crédit des grandeurs, parce que 157 milliards, personne ne sait ce que ça peut représenter. Ça dépasse l'entendement. C'est juste 2 fois le budget de l'éducation nationale. Je pense que les profs et nos enfants seraient quand même vachement contents si leur budget était quand même abondé de quelques milliards d'euros, et c'est environ 30% du budget de l'État en 2021. Voilà pour ce que le gouvernement fait. Maintenant, ce que le gouvernement ne fait pas. Tu en as déjà parlé, Eric, c'est le refus d'augmenter les salaires, puisque sa seule action là-dessus, c'est d'appeler Bruno Le Maire en lui demandant « Bruno, sois gentil, enfin non, c'est Bruno qui appelle les entreprises, Michel Edouard, sois gentil, augmente un peu les salaires, ça serait vachement bien. » Des fois, ils font des numéros verts aussi, c'est l'option. Il y a 2 solutions dans la Macronie, c'est soit on demande gentiment, soit on fait un numéro vert. Il y a une absence aussi de lutte réelle contre l'évasion fiscale, suppression de postes dans l'administration fiscale de Bercy,
mise à l'honneur des dirigeants des grands groupes qui pratiquent l'évasion fiscale, Facebook, Uber, Google, Apple. Quand on fait semblant de les pincer, on fait un petit arrangement à l'amiable pour qu'ils payent un petit peu, mais pas trop, en tout cas pas ce qu'ils auraient réellement dû en termes de contribution à l'impôt. Et puis enfin, ça on en a déjà parlé, mais je le rappelle, le refus de taxer les super profits. Et là, une petite parenthèse, ça me fait marrer. L'histoire des chèques et des boucliers tarifaires financés par le contribuable. Alors là, bouclier tarifaire, vous connaissez tous la bande dessinée Astérix. Vous voyez le chef Abraracoursix qui est sur son bouclier, d'accord, et il est dessus. Mais moi, quand on parle bouclier fiscal, je vois Macron sur son bouclier, porté, mais qui est dessous à porter le bouclier? En fait, c'est nous. C'est un bouclier qu'on se paye nous-mêmes, mais c'est juste pour faire mousser Macron. Donc voilà, retenez cette petite image d'Abraracoursix, le chef du village gaulois, parce que je trouve que ça illustre bien l'imposture du bouclier, des boucliers tarifaires financés par notre pomme. Voilà, et tout ça sans que les profiteurs de crise, ils aient dépensé un seul centime sur ce bouclier tarifaire. C'est nous ce qu'on dit, c'est que là, par exemple, sur l'histoire des 100 € pour votre plein d'essence, qui va à peine vous permettre de vous acheter un pull pour ne pas avoir froid cet hiver, Total Énergie, on ne lui demande rien. Bon, ça c'est ce que le gouvernement ne fait pas. Qu'est-ce qu'il ne fait pas non plus? Même quand dans sa majorité, il y a un amendement qui est proposé par le président du groupe Modem sur la taxation des dividendes. Alors c'était pas un truc d'insoumis, c'était pas hyper radical. Néanmoins, il avait proposé de taxer un petit peu les super profits. Ils commençaient eux aussi à trouver que c'était indécent. On le vote. Voilà. Il y a une majorité contre la minorité présidentielle pour faire passer cet amendement. Bon, qu'est-ce qu'il en est advenu? 49.3, circuler, il n'y a rien à voir. Donc c'est l'autoritarisme contre la redistribution des richesses. Voilà. Là, on les a pris la main dans le sac. Sur aussi les actions de ce que le gouvernement fait ou ne fait pas. Loi pouvoir d'achat qui était proposée dès le mois de juillet, c'était super urgence, mais qui ne répond pas aux enjeux posés par l'urgence sociale et la crise actuelle. Donc ils ont refusé de bloquer les prix de première nécessité, ça nous on l'avait proposé. Ils ont joint leur voix, par de la majorité, à celle du Rassemblement national, pour rejeter l'augmentation du SMIC, la fameuse nécessité effectivement de rattraper le coût de l'inflation, sans parler de l'indexer. On disait juste l'augmenter, c'était pas encore super radicaux, on était vachement sympa. Donc ils votent contre avec le Rassemblement national. Ils votent aussi contre le gel des loyers. C'est aussi une façon de contenir l'inflation qui touche tous les foyers. Alors nous, ça a été déjà un petit peu évoqué. Qu'est-ce qu'on propose pour répondre à l'urgence sociale? Déjà des baisses de TVA de 10 à 5%, de 5,5 à 5% selon les produits de première nécessité. Un blocage des prix à la baisse, parce que bloquer les prix maintenant du gaz, de l'électricité, du carburant, ce ne serait pas vraiment sympa de bloquer l'électricité à 350 ou 500 € le mégawattheure, alors que ça coûte 42 € le mégawattheure à la sortie de la centrale nucléaire, même si on n'aime pas le nucléaire. C'est la réalité des prix. Un blocage des prix pérennes sur les produits de première nécessité. Le gel des loyers, j'en ai déjà parlé, ils n'en ont pas voulu. La hausse du SMIC, 1 600 €. L'indexation de tous les salaires, donc ça c'est pour aller effectivement plus loin pour protéger le pouvoir d'achat de tous les foyers. Pour les jeunes, et je vais en reparler tout à l'heure, allocation d'autonomie pour les jeunes qui sont en formation à 1 102 €, et puis pas une retraite sous le seuil de pauvreté. Et puis bien sûr, ça sera la discussion dès le mois de janvier, on vous espère nombreux à nos côtés, retraite à 60 ans. Donc pour financer toutes ces mesures, parce que je fais gaffe quand même, j'ai un économiste à côté de moi qui va me poser la question, mais comment vous faites pour financer tout ça? On augmente les recettes de l'État. On a vu comment eux avaient cessé plus de 50 milliards de cadeaux fiscaux de la Macronie depuis 5 ans, c'est autant de recettes qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Donc nous on propose de rétablir d'établir une taxe sur les super profits et les super dividendes, rétablir un ISF renforcé, renforcer les moyens de lutte contre l'évasion fiscale, qui coûte chaque année quelques dizaines de milliards d'euros aux finances publiques. Selon les estimations les plus pessimistes ou les plus optimistes, suivant si c'est les syndicats ou la police, ça varie de 60 à 100 milliards d'évasion fiscale.
Et puis la question aussi de la sortie du marché de l'électricité, revenir à un tarif réglementé pour l'ensemble de la population et à un mode de calcul de celui-ci qui soit basé sur les coûts réels de production, libérés, et puis on a parlé tout à l'heure, des surcoûts et des aléas du marché. Alors là, je vais m'attarder 2 petites secondes parce que ça, on nous en rebat les oreilles aussi régulièrement à la télé, Madame Pannier-Runacher, Monsieur Bruno Le Maire, tout ça. Ah oui, mais vous voulez sortir du marché de l'électricité. Mais alors ça veut dire que vous voulez plus de la coopération avec les autres pays d'Europe. Alors, soit ils sont très bêtes et très incompétents, soit ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, parce que juste, il faudrait leur rappeler que la construction du prix de l'électricité, qui est uniquement une construction spéculative sur ce qu'ils appellent des coûts marginaux, n'a rien à voir avec le fait de couper les liaisons électriques ou les gazoducs qui nous relient aux autres pays européens, et la solidarité de l'interconnexion n'a rien à voir avec le marché de l'énergie. Et pour preuve, c'est qu'avant qu'ils inventent cette construction du prix de l'énergie débile, on le voit aujourd'hui, qui ne fonctionne pas, qui n'a rien à voir avec les coûts réels, les interconnexions et la solidarité européenne sur le marché de l'énergie, elle existait déjà. C'est-à-dire que quand vous êtes en surproduction et que votre voisin à côté il a besoin d'électricité ou de gaz, il vous passe un coup de fil, je simplifie, il vous dit je suis en manque et tout, est-ce que tu peux m'enfiler un peu? Évidemment, les échanges vont dans les deux sens et ça fonctionne. Donc ça c'est pour démonter quand même, parce qu'en ce moment c'est un truc qui nous plombe un peu, la question d'énergie. Et c'est pour démonter ce mensonge là-dessus en disant vous êtes contre la solidarité européenne et vous voulez nous isoler et vous voyez bien, on ne pourra pas passer l'hiver, il y aura des coupures. Bon. Donc ça c'est quelques mesures de financement. L'action que nous, parlementaires, on a pu engager et qui a permis quand même de décrocher des petites victoires. C'est encourageant, mais ce n'est pas suffisant. Et pour revenir à ce qui s'est passé l'été dernier sur l'histoire du pouvoir d'achat, on a quand même réussi à leur faire entendre raison sur la déconjugalisation, c'est-à-dire la séparation du versement de l'allocation adulte handicapé, que la personne qui est en situation de handicap, cette allocation ne soit pas conditionnée au revenu de son conjoint ou de sa conjointe. D'accord ? Ce qui permet d'avoir une indépendance financière assez indispensable aujourd'hui dans ces situations. Et on a aussi réussi à faire passer la fin du complément de loyer pour les logements privés du confort minimum, sur les critères d'indécence, pour que les marchands de sommeil se calment un petit peu. Bon, voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on a pu nous mettre en œuvre et ce que je voulais vous dire sur la question des profiteurs de crise. Néanmoins, pour conclure, alors qu'on puisse avoir un petit échange sur tout ce qu'on a pu dire ce soir. 6 mois après l'élection présidentielle et les élections législatives qui ont suivi, aucun problème n'est réglé. Aujourd'hui, les indicateurs qui reviennent, 50%, et c'est pour ça que vous parlez des jeunes tout à l'heure, et je me suis dit je vais y revenir. Et ça me semble assez dramatique, parce que si on maltraite sa jeunesse, je ne sais pas dans quel état on peut mettre le reste du pays. 50% des personnes sous le seuil de pauvreté aujourd'hui, sous le seuil de pauvreté, ont moins de 30 ans. 25% des gens qui sont aujourd'hui à l'aide alimentaire, en se disant que tout le monde a à manger dans ce pays-là, sauf qu'ils ne regardent pas, je sais pas, ils ne vont pas dans les maraudes ou devant les banques alimentaires, 25% des gens à l'aide alimentaire ont moins de 25 ans. C'est-à-dire que ce sont les étudiants, les jeunes qui démarrent dans la vie active ou qui cherchent du boulot ou qui sont en demande d'emploi. Le pays aujourd'hui est dans un chaos inédit. Heureusement que ce n'est pas nous qui avons gagné les élections présidentielles, parce qu'on nous aurait dit, mais avec vous, ça va être la pénurie des chauffeurs scolaires, ça va être la pénurie d'AESH, des accompagnants d'élèves en situation de handicap, ça va être la pénurie d'amoxicilline et de paracétamol, ça va être les hôpitaux délabrés, les urgences fermées la nuit, ça va être des coupures d'électricité potentiellement cet hiver. Ça aurait été le discours si on avait gagné. Sauf que là, c'est la réalité de Macron au pouvoir, depuis 6 ans bientôt. Tout ce que je viens de vous dire, c'est le chaos qui règne aujourd'hui dans notre pays. Voilà le bilan de 6 ans de macronisme et de ministres qui, du coup, nous accusent à longueur de discussions budgétaires, même s'il y a des 49.3 assez fréquents, les quelques secondes où on peut avoir de la discussion ou quand on les interpelle aux questions au gouvernement, ils nous accusent d'être inconséquents et irresponsables. Donc là, la preuve, par exemple, ce sont eux les inconséquents et les irresponsables. Il y a une solution finalement assez simple, c'est qu'ils partent et nous ferons bien mieux. Voilà, je vous remercie.
je regarde l'heure et vos mines qui me semblent encore pas complètement défaites, malgré le tableau un peu sombre que l'on a dressé, mais des perspectives aussi d'améliorer la situation. Je vous propose qu'on ait un quart d'heure, 20 minutes d'échange si vous avez des questions, si vous voulez avoir des précisions sur les mécanismes de l'inflation ou discuter autour des profiteurs de crise, des solutions qu'on a ébauchées, peut-être aller plus avance dans la discussion. J'aimerais qu'on explique que donc l'État a enlevé cette prime-là de 20 centimes sur le carburant et que le carburant à l'heure actuelle est pratiquement moins cher que quand on avait cette prime de 20 centimes en plus et qu'on va avoir normalement fin d'année, je pense, moins 10 centimes encore. Donc les 30 centimes qu'ont donné l'État, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible qu'on se retrouve maintenant à peu près au même prix qu'au départ. Alors, j'espère que tu as la réponse, Eric, parce que moi j'ai fait le même constat, et c'est assez troublant, d'autant que j'ai vérifié le prix du baril, je me suis dit, sans doute le prix du baril s'est effondré. Il est finalement assez stable. Il a baissé un peu. Moi, l'explication que je donnerais, c'est ça, c'est le prix des matières premières est en train de se retourner et commence à diminuer. Après, ça peut, au-delà du prix, ça peut peut-être aussi si on a suffisamment de stock, donc il y a moins de pression à l'achat de ces matières premières. Moi, c'est l'explication que je vois. Les dernières tendances, c'est plutôt une tendance à la baisse du prix des matières premières, donc du prix du pétrole. Et donc, du coup, ça fait aussi baisser le prix à la pompe, et ça permet de rester à un prix qui est à peu près, du coup, le même qu'avant, une fois déduite la prime qui n'existe plus. Parce qu'on a quand même trouvé le carburant jusqu'à 2,20 et là c'est encore pire. Oui, mais Vous dites que l'État n'a peut-être pas assez acheté à une période. non, mais parce que auparavant, quand c'est monté à 2 euros, plus de 2 euros, 2,20 €, c'est qu'il y avait le prix du pétrole qui a augmenté, mais il y avait aussi les problèmes de transport maritime. Il n'y avait pas assez de cargo, il n'y avait pas assez etc. Et donc, c'est celui qui paye le plus qui récupère le bateau qui est chargé de pétrole. On les montre. Ah oui, mais c'est pour ça. De toute façon, quand on parle des surprofits, c'est quasi exclusivement deux secteurs, l'énergie et le transport. Et quand on parle de transport, c'est le transport maritime, hein. Les porte-containers, etc., etc. Donc là, eux, ils ont fait... quand on parle de surprofit, faut bien avoir l'idée, c'est un profit qui n'est pas dû à l'activité ou à l'activité d'investissement de l'entreprise en elle-même. En fait, elle capte une rente. Elle est dans une situation de force, elle est dans une position de force. Vous voulez pas de pétrole? Ok, on le garde, on va le stocker. Vous voulez pas l'acheter à ce prix-là? Libre à vous. Donc voilà, et les porte-containers, c'est pareil. Écoutez, vous voulez pas acheter nos containers pour transporter vos marchandises, on les transporte pas. Mais qui va y perdre? Vous, parce que vos marchandises, elles ne seront pas vendues. Donc, c'est ça, c'est des situations... au bout du rouleau. La situation, elle dépend de ce rapport de force. Et c'est intéressant parce que hier, justement... C'est intéressant parce que hier, dans le débat qu'on a eu avec Michel-Édouard Leclerc, lui-même se plaignait, lui-même appelait à plus de concurrence, parce qu'il disait on est tributaire d'un certain nombre de distributeurs, parce que la grande distribution... C'est pareil, elle s'approvisionne. La grande distribution, elle s'approvisionne elle-même auprès de grands fournisseurs. Et il y en a 3-4 puissants au niveau mondial. Donc c'est ce qu'on appelle un oligopole. Donc ils sont en position de force. Et c'est eux qui dictent un peu leur loi, même à la grande distribution. Donc c'est intéressant parce que même un chef d'entreprise comme Michel-Édouard Leclerc disait cette situation, c'est pas normal. On lui a rappelé quand même que lui aussi, il fait partie des 4 grandes centrales d'achat qui dictent leurs conditions aux producteurs locaux, etc. Donc,
c'est intéressant de voir que tout ce processus de concurrence que tout le monde appelle de ses voeux, la concurrence, elle produit généralement ce que Marx a déjà montré il y a plus de 150 ans, c'est la concentration du capital. C'est-à-dire que quand vous mettez de la concurrence, c'est pas au bénéfice. Alors dans les modèles théoriques qu'on enseigne à l'université, enfin que certains enseignent à l'université, que mes collègues enseignent à l'université, on a cette idée, la concurrence. Rappelez-vous 2005, le traité constitutionnel, la concurrence libre et non faussée qui va répandre le bonheur sur Terre. Bon, mais non, la concurrence, le phénomène de concurrence, c'est qu'il y a des plus forts, il y a des moins forts, et les plus forts bouffent les moins forts, et donc les plus forts grossissent, les moins forts disparaissent, sont absorbés par les plus forts, et petit à petit, vous avez une concentration du capital, c'est-à-dire vous avez petit à petit ce qui émerge, c'est des grandes entreprises, et vous vous retrouvez non plus dans des situations de concurrence, mais de ce qu'on appelle d'oligopole. Il y a plein de marchés comme ça, hein. La téléphonie mobile, vous avez 4 grands opérateurs, et dans tout un tas de domaines comme ça. Oui, juste rajouter un domaine, c'est parce que ça va aussi, je vous parlais de discuter autour de la bûche de Noël, et vous pourrez avoir la discussion avec vous, votre boulanger, on en parlait tout à l'heure. Avant que les boulangers ils soient rattrapés par cette vague incroyable du prix de l'énergie, on commençait à voir qui nous disait guerre en Ukraine, le prix du blé augmente parce que c'est le grenier de l'Europe, etc., et le prix de la baguette, on s'alarmait 5 centimes. Mais là c'est pareil, le prix du blé, c'est uniquement quelques spéculateurs, des grands opérateurs sur le marché du blé qui achètent les récoltes avant même qu'elles soient récoltées ou les stocks et qui spéculent sur le prix du blé. Pourquoi c'est une spéculation absolue et pas juste une histoire de pénurie ou pas? Parce que notre pays, et ça vous pourrez en parler avec votre boulanger pour lui apprendre peut-être, c'est que notre pays en temps normal, il est exportateur de la moitié de sa production. C'est-à-dire qu'on produit dans notre pays 2 fois plus de blé qu'on en a besoin pour nos boulangers. Donc c'est vraiment un phénomène uniquement de spéculation qui explique que le prix du blé, des matières premières augmente. Et c'est, voilà, alors c'est peut-être pas dans les mêmes proportions que l'énergie ou le transport, mais c'est des marchés spéculatifs. Et on voit que partout où il y a des marchés spéculatifs, ben ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce que à moindre accroc, à la moindre crise, ils nous font passer les vessies pour des lanternes. C'est l'Ukraine, et ça spécule, et du coup nous on produit du blé, mais voilà, il nous coûte bien plus cher qu'avant. Bon, ça c'est une petite parenthèse sur le boulanger, le prix du blé, le prix de l'énergie. Et la hausse des prix. La hausse des prix, elle a commencé avant la guerre en Ukraine. Hein. C'était dès 2021, ça a commencé. Alors doucement, enfin progressivement, mais voilà, on met souvent plein de trucs sur le dos de l'Ukraine, mais enfin de la guerre, pas de l'Ukraine, mais de la guerre en Ukraine. Mais c'est un bon moyen de se dédouaner de, comme tu le dis, d'un certain nombre de choses. Mais il y a des épisodes, même en dehors de ce qu'on vit aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2007, il y avait eu une crise alimentaire dans de nombreux pays en développement qui était due à l'explosion du prix du riz. Il y a un très bon documentaire qui raconte ça, c'est très pédago, ça s'appelle « Main basse sur le riz ». Si jamais vous trouvez, ça raconte ça très très bien. La raison, c'est absolument pas des mauvaises récoltes ou quoi, c'est que vous aviez des grands marchés de gros, enfin des investisseurs qui achetaient du riz, et on le voit dans ce documentaire, ils stockaient des tonnes de riz dans des entrepôts, voilà, pour faire monter les prix. Ils les achetaient, ils les stockaient. Donc évidemment, moins de riz disponible, qu'est-ce qui se passe? Les prix augmentent, le riz est l'aliment de base dans quand même pas mal de pays, et notamment des populations les plus pauvres, et donc vous aviez eu des émeutes de la faim, etc. Tout ça parce qu'il y a de la spéculation. Et on retrouve ça sur tout un tas de choses. Donc, ça renvoie aussi à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. D'où l'intérêt de tailler là-dedans dans les moyens qu'ont ces spéculateurs de foutre le bazar partout pour des raisons qui sont leurs petits profits à court terme, mais qui peuvent mettre des pays et des populations entières dans une situation dramatique. Sur le marché de l'électricité, je refais un peu de pub. Il y a aussi une note de la Boétie que vous trouverez d'Anne de Bréjas, qui est une économiste à EDF, qui est très spécialisée sur ces questions-là, et qui justement expose le système. Mais si tout le monde
savez comment fonctionne ce système de marché concurrentiel de l'électricité, mais je pense que vous ne voudriez même pas y croire. Ce qu'on a organisé, c'est la faillite d'EDF, tout simplement. On a obligé EDF, pour faire de la concurrence, à vendre à prix coûtant ou à perte le kilowattheure à des entreprises qui, normalement, devaient produire à terme, mais pour la plupart n'ont jamais produit le début d'un kilowattheure d'électricité, mais qui revendaient plus cher. Donc, ils faisaient des profits qu'évidemment EDF ne pouvait plus faire. Et maintenant, EDF est dans une situation très périlleuse, on va dire, mais pour cette raison-là. Donc, en fait, on vous dit c'est une concurrence, mais c'est même pas une vraie concurrence qui s'est instaurée. C'est qu'on a obligé EDF, acteur public, qui était un modèle, de vendre à perte à des concurrents pour que ces concurrents puissent exister sur le marché et avoir des parts de marché. Quand les prix de l'énergie ont grimpé fortement, ils ont été impactés aussi parce qu'ils doivent... il y a d'autres mécanismes de prix complexes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis la clé sous la porte, et puis les personnes qui avaient quitté le tarif réglementé, ce qu'il fallait absolument pas faire, ben, se retrouvent à vivre des situations très périlleuses en la matière. Parce que je peux me permettre deux, trois réflexions aussi sur le bouclier tarifaire. Nous, on propose, voilà, à bras raccourcis, mais on propose le contrôle des prix. Vous pourriez me dire c'est la même chose, c'est on bloque les prix. C'est pas du tout la même chose. Parce que voilà, ce ne sont pas les mêmes qui payent. Quand vous faites un bouclier tarifaire, comme l'a expliqué très bien Loïc, avec un bras raccourcis, c'est en fait c'est le budget de l'État qui est mis à contribution. Donc, à un moment, il va falloir que ça soit financé d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est le contribuable qui va en partie financer. Dans le cas du contrôle des prix, c'est de dire aux entreprises, on vous achète à ce prix-là. Et c'est ce prix-là. Donc ça veut dire que ce sont les entreprises qui sont mises à contribution, qui vont devoir réduire leur marge de profit. Autre chose tout à l'heure qui m'est revenu à l'idée, alors tu parlais tout à l'heure aussi de tout ce que l'État n'a pas fait, etc. Vous avez peut-être entendu, Macron nous dit la réforme des retraites, vous avez voté pour moi, donc c'est que vous êtes d'accord, c'était dans mon programme, donc vous êtes d'accord. Bon, hein, comme dit Audiard, on les reconnaît, ils osent tout, c'est ça qu'on les reconnaît, mais il y a eu une autre promesse de campagne, alors là par contre qui vient d'annuler, je ne sais pas si tu es au courant, c'est la revalorisation des pensions de retraite, des pensions de retraite les plus modestes, des retraités, hein, des personnes qui sont déjà retraitées. C'était un engagement de campagne d'améliorer les pensions de retraite des retraités les plus pauvres. Bon, ben ça, finalement non. Hein. Donc, pour passer à 65 ans, c'était dans son programme quand même, il faut le faire, mais quand ça ne l'arrange pas, voilà, ces promesses de campagne, il s'assoit dessus. Dernier point, quand on parle des profits, des surprofits, mais il y a aussi tout un tas de trucs qui passent à l'as. Par exemple, dans les statistiques européennes, il y a quelque chose il y a un pays qui fausse tout. Et ce pays, c'est l'Irlande, paradis fiscal au sein de l'Europe. Par exemple, l'Irlande voit sa production, cette année, en 2022, va augmenter de 52%. Vous vous rendez compte? 52% de hausse de la production en Irlande. C'est la Guinness. Alors je pense que la Guinness a coulé à flot, mais en fait c'est quoi? Mais c'est simplement la production faite dans d'autres pays qui ensuite est déclarée dans des filiales en Irlande et filiales en Irlande qui enregistrent les profits. Donc quand on parle après de la répartition entre salaire et profit en France, la valeur des profits est sous-évaluée parce que vous en avez une partie mais qui se retrouve dans les statistiques irlandaises et sur lesquelles, en plus, eh bien, ne paiera pas d'impôt. Voilà. Donc, voilà, quand on entend des discours comme celui d'hier qui m'a vraiment étonné sur la situation, c'est équilibré entre les entreprises, les ménages, salaire, profit. Mais non, il y a plein de stratagèmes qu'on ne voit pas comme ça, mais qui sont à l'heure. Pour autant, on ne va pas détester les Irlandais, on va prendre une dernière question peut-être. Juste lu un article
d'EDF, et que maintenant on est en train d'acheter EDF à ces mêmes personnes qui donc General Electric. C'était les turbines. C'est les turbines Arabelle des centrales nucléaires d'Alstom, vendues à GE, General Electric, et voilà, ils sont en train de racheter parce qu'ils n'en veulent plus, et puis du coup, au passage, ils font un max de pognon. Ah, mais ils les rachètent 3 fois plus cher qu'ils les ont vendus. Voilà, c'est un bon placement. Si on avait su, on les aurait achetés, nous, les turbines Arabelle, bon, sauf qu'on n'avait pas les... Et c'est ça les gens raisonnables économiquement, hein. Et compétents. Les compétents. En plus, nous, on est des joyeux farfelus. C'est ça. Et en plus, quand on leur parlait de souveraineté technologique, là, pour le coup, on passait même pour des espèces je sais pas, de protectionnistes échevelés. Et bon, pour les cheveux, je veux bien, mais pour le reste, je suis plus circonspect. Mais bon, voilà un petit peu, effectivement, où ces doctrines, je vous ai fait un petit tableau tout à l'heure du chaos, mais je pense qu'économiquement, Eric pourrait dresser aussi un chaos de l'économie tel que le macronisme nous l'a tricoté pendant 6 ans. L'histoire des turbines, c'est assez intéressant parce que c'est quand même ces turbines-là qui font tourner nos centrales nucléaires. Donc la fameuse indépendance énergétique, bon, la moitié qui sont en rade, mais donc en termes d'indépendance, c'est un peu moins ce qu'on promet. Mais déjà, le fait de privatiser ça et de vendre ça à General Electric, entreprise américaine, ce qui fait tourner nos centrales nucléaires, en termes stratégiques, c'est quand même dément. Et les racheter 3 ans après, 3 fois plus cher, voilà, c'est ça les génies de la finance. Hein. Je pense que notre problème, franchement, c'est qu'on n'a pas de McKinsey pour nous conseiller les bonnes pratiques. Sinon, effectivement, tous les deux, je pense qu'on aurait fait un petit emprunt où on aurait vidé notre livret A, on aurait acheté les turbines Arabelle, et aujourd'hui, voilà, qui sait, on serait peut-être en voyage d'affaires au Qatar pour accompagner le président. On est des losers, en fait, je pense. Ouais. Bon. Je pense que la France insoumise pourrait davantage parler de ce genre de choses qu'on parle aujourd'hui. Ben voilà, on en parle. Après, c'est vrai que ça peut être des sujets qui paraissent un peu ardus, un peu rébarbatifs. C'est pour ça que je remercie encore Eric d'avoir accepté de venir nous en parler, de nous expliquer aussi ces mécanismes, parce que ça nous permet aussi, les uns les autres, de ne pas se laisser endormir par ces discours-là, de pointer les fake news, les entourloupes dans le discours, pour pouvoir aussi, autour de nous, amener ces arguments dans la discussion et dire que oui, les gens qui ont une proposition alternative raisonnable, aujourd'hui, sont les gens qui sont de notre côté, qui ont failli être majoritaires en 1975 à l'Assemblée nationale de cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Et donc au prochain coup, oui, il faut absolument, comme je disais, qu'on les chasse, parce que faire mieux, franchement, c'est pas compliqué. Et je propose que sur ce faire mieux, ça soit la conclusion. Si tu veux dire un petit mot pour conclure, je te laisse le dernier mot, Eric, ou... C'est bon, faire mieux, ça me va bien. Faire mieux, bon voilà, on va garder ça comme... On sait faire mieux. On sait faire mieux. Merci encore à toutes et à tous. Merci beaucoup, Eric. Normalement, on a réalisé une captation vidéo de ce